Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mardi 25 juillet, le joueur de hockey Patrice Bergeron prend sa retraite. Des enfants hospitalisés après avoir accidentellement consommé du cannabis. Et une jeune fille de 12 ans publie son 3e roman. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Allô Marianne. Grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde du sport, c'est le joueur de hockey québécois Patrice Bergeron qui a annoncé sa retraite en tant que joueur professionnel. Il a fait ça par voie de communiqué mardi matin. Je te lis une partie de sa déclaration. Il dit qu'au cours de des 20 dernières années, il a pu vivre son rêve de tous les jours. Il a eu l'immense honneur de porter l'uniforme des Bruins et de jouer devant les meilleurs partisans au monde à Boston. S'ajoute à ça l'immense fierté d'avoir représenté le Canada dans les plus grandes compétitions internationales. Il a tout laissé sur la glace, tant sur le plan physique qu'émotionnel, et le hockey lui a apporté un retour bien plus que qu'est-ce qu'il aurait pu imaginer. Depuis janvier 2021, c'est le capitaine des Bruins. Il a même passé 19 saisons dans cet uniforme-là. C'est en fait l'attaquant des Bruins de Boston a participé à 1294 matchs de saison régulière, en plus de 170 duels en séries éliminatoires. Il a aussi remporté la Coupe Stanley en 2011 avec son équipe, les Bruins de Boston. C'était la première fois que la formation du Massachusetts remportait le trophée depuis 1972. À 6 reprises, on a remis à Patrice Bergeron le trophée Frank Selke, qui est un prix qui récompense le meilleur attaquant défensif. On peut écouter un extrait de ce que Renaud Lavoie, reporter et informateur hockey affecté à la couverture de la LNH, avait à dire au sujet de Patrice Bergeron. Et lui, il s'en va écouter directement au Temple de la Renommée. Ben, j'espère. Ça va être, écoute, il y aura pas de, du moment qu'il est éligible, ça va être un vote unanime. Donc, un peu comme les grands joueurs de la Ligue nationale ont vécu, là, que ce soit les Mario Lemieux, Wayne Gretzky, etc. Ils rentrent dans cette catégorie de très, très grands joueurs. Et écoute, on va en parler longtemps de Patrice Bergeron. Dans 20, 30 ans, 40 ans, on va parler de Patrice Bergeron encore et de tout ce qu'il a été en mesure d'accomplir. Moi, c'est un exemple incroyable pour les jeunes sportifs québécois. C'est un ambassadeur qui mérite qu'on souligne justement cette grande carrière. Ouais. Hey, moi, Patrice Bergeron, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Tu l'aimes beaucoup? Ah, oui, un de tes joueurs préférés? Un de mes joueurs préférés, qui l'était pas au début, parce que c'est pas un joueur flamboyant, Patrice Bergeron. C'est c'est ce qu'on dit de lui. Quand tu apprends à aimer le hockey, à décortiquer le hockey, tu te rends compte qu'il fait tout bien. Mais c'est pas un gars qu'on voit dans les jeux de la semaine. C'est pas un gars qui est spectaculaire. C'est pas un gars qui marque un but puis qui va aller sauter dans la bande, célébrer avec les fans. Lui, il va célébrer avec ses coéquipiers, avec le gars qui a fait la passe. En fait, je dirais c'est un vrai. Des fois, on dit ça, c'est un vrai. On dirait qu'il est pas né à l'époque d'aujourd'hui où les joueurs sont tous des petites PME, puis les joueurs d'aujourd'hui font des commerciaux, puis des fois, t'as l'impression qu'ils sont plus gros que l'équipe. Patrice Bergeron s'était taillé dans le moule des années 70. Là. Quand tu écoutes Patrice Bergeron ou tu écoutes un Serge Savard parler de l'équipe du Canadien de Montréal, c'est la même chose pour Patrice Bergeron. Fait que oui, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai lu son mot ce matin. Je l'ai trouvé très touchant. Il a pas eu le temps de le faire en anglais et en français, soit dit en passant, dans sa déclaration. Il parle de lui quand il était jeune, qu'un professeur il avait demandé à 12 ans ce qu'il allait faire dans la vie. Puis il disait qu'il voulait être joueur de hockey, puis qu'il était convaincu, un peu naïvement, que ça serait pas long. Puis finalement, c'est vrai que ça n'a pas été long parce que il a fait un court séjour avec le Titan d'Acadie Batters dans la Ligue junior majeure du Québec. S'est fait repêcher par les Bruins. Ils l'ont gardé immédiatement avec les Bruins de Boston. Et d'ailleurs, ça, il l'a dit tout de suite. Puis ça, c'est un message à tous les entraîneurs, toutes les organisations. J'ai senti tout de suite qu'ils croyaient en moi. Puis ça, quand tu arrives dans n'importe quelle compagnie, quand tu sens que tes patrons croient en toi, c'est tellement plus facile de faire les choses. Il s'est adressé aux jeunes aussi en leur disant de continuer de travailler fort, de ne pas arrêter de rêver, de croire en nos objectifs. Et ce que moi, je retiens, c'est qu'il a encore parlé des Bruins et du gilet. On sentait que, moi, je trouve ça beau, un athlète qui fait toute sa carrière dans la même équipe.
oui, tu peux être joueur autonome, avoir plus d'argent ailleurs, mais lui, c'était un Bruins. Moi, je déteste les Bruins, mais j'admire le fait que lui, c'était un Bruins. Il y avait un respect pour ce gilet-là. Puis on a parlé tantôt avec Manny Fernandez un peu plus tôt à l'émission, un gardien de la Ligue nationale de hockey. Puis c'est ça qu'il disait, que dans le vestiaire, la culture qu'on a sentie pendant des années dans le temps du Canadien ici, là, c'était sacré, le bleu, blanc, rouge, la sainte flanelle. On sent ça quand on arrive dans le vestiaire des Bruins de Boston. Puis c'était Zdeno Chara puis Patrice Bergeron qui menaient cette... tu rentrais dans le vestiaire, il y avait une façon de faire. T'étais un Bruins, il y avait une façon de jouer. T'étais jamais plus gros que l'équipe. Puis ça, c'est tout à son honneur. Et malgré tout, c'est un leader un peu silencieux. C'est un gars qui, on l'a jamais entendu crier. C'était vraiment, ça se passait en coulisses. Pour moi, c'est un gars qui a toujours été sous-estimé lorsqu'il est allé avec Team Canada aux Olympiques. On l'a placé sur d'excellents trios. Il a déjà joué avec Sidney Crosby sur le premier trio, puis tout le monde faisait voyons, Patrice Bergeron, un attaquant défensif avec Sidney Crosby, mais c'était beaucoup plus qu'un attaquant défensif. Maintenant, il ne reste que Brad Marchand avec les Bruins de cette époque-là, mettons, taillé dans le tissu des Bruins. D'ailleurs, il est sorti récemment une photo où ça laissait présager qu'il y avait un C sur son chandail, fait que c'est probablement le prochain futur capitaine, Brad Marchand. J'ai hâte de voir si c'est pas un peu la fin du beau cycle des Bruins qui domine depuis 20 ans dans la Ligue nationale de hockey. Puis pour en revenir à Patrice Bergeron, là, il est pratiquement parfait. Je me souviens pas de l'avoir vu darder un adversaire, crier après un adversaire, passer la main au visage d'un adversaire. Puis, je veux dire, il s'est fait accrocher. Il aurait eu toutes les chances du monde de le faire. Je me souviens pas d'une déclaration de lui. La seule, en fait, c'est que les Bruins avaient signé sous contrat un joueur un peu controversé là, qui avait été à l'origine repêché par les Coyotes de l'Arizona et qui avait intimidé un jeune lorsqu'il était jeune lui-même. Et c'est la première fois où je l'entendais prendre la parole et parler contre les Bruins en disant « Nous, on veut pas de ça dans le vestiaire. On n'en veut pas de ce joueur-là. » Et finalement, les Bruins l'avaient écouté. Bref, c'est monsieur classe, c'est monsieur respect. Il respectait les autres. Il était respecté. C'est un des grands Québécois à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est un des grands joueurs des Bruins. Et je suis d'accord avec Renaud, là, c'est temple de la renommée. Et la prochaine nouvelle qu'on va avoir, c'est que les Bruins vont retirer son chandail dans les hauteurs du TD Garden à Boston. Amélia Boucher, qui est une jeune lectrice et auteure, vient tout juste de publier son 3e roman, et ça à l'âge de seulement 12 ans. En 2020, quand les écoles ont renvoyé les écoles à la maison, étant donné la situation de la pandémie, Amélia, elle, a décidé de son côté de mettre son temps à profit. Elle a raconté en entrevue au Journal de Montréal qu'elle a toujours aimé écrire et puisqu'elle n'avait rien à faire pendant la pandémie, elle voulait se donner un défi en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'elle pourrait commencer la rédaction d'un livre. C'est 3 tomes qui ont été publiés. C'est une série qui s'intitule Les aventures d'Agathe Bélanger. C'est une série de romans jeunesse dans laquelle une héroïne de 14 ans va devoir surmonter des défis auxquels sont confrontées plusieurs jeunes filles du secondaire. La majorité des récits racontés sont de la fiction, mais il y a quand même une partie qui est tirée de faits vécus du quotidien de la jeune autrice. Elle dit que c'est le genre d'histoire qu'elle trouvait pas ailleurs et qu'elle aurait aimé lire, donc c'est pour ça qu'elle a écrit ce genre de livre-là. Pour l'instant, l'édition des livres se fait par les parents d'Amélia sur une plateforme d'auto-édition sur le web. Il y a 500 exemplaires qui ont été vendus et distribués à l'entourage de la famille d'Amélia, mais il y en a aussi qui ont été distribués dans certaines organisations. Puis face à la grande demande, à la demande grandissante plutôt pour les aventures d'Agathe Bélanger, les parents d'Amélia ont finalement décidé de mettre l'achat en ligne des romans sur la plateforme Blurb, qui est une plateforme américaine où on peut justement partager, vendre des livres numériques. Et maintenant que la trilogie est terminée et aussi considérant le fait qu'elle va entrer au secondaire en septembre prochain, elle met sa carrière d'écrivaine sur pause pour l'instant. Elle n'a pas d'autres projets de livres pour le moment, mais c'est certainement pas la dernière fois qu'elle va publier quelque chose. Elle vient d'ailleurs tout juste de participer à un camp de création littéraire avec Alexandra Larochelle, qui a elle-même écrit son premier roman à l'âge de 10 ans pour apprendre à perfectionner son art. On peut écouter les réactions de Vanessa Bell, qui est autrice, poète et animatrice à la suite de cette histoire. Je suis pas vraiment surprise, en fait. Je lisais justement ce matin dans le Journal de Québec l'article parlant du travail d'Amélie, puis j'étais pas surprise au sens où il y a quand même
une créativité exceptionnelle chez les jeunes et vous l'avez nommé d'entrée de micro, là, particulièrement quand on retire les écrans ou en tout cas ce type de stimuli-là, ça laisse place à tout un monde qui porte en eux, puis je trouve ça formidable, mais vraiment fantastique de voir que Amélie a utilisé les 3 années de pandémie pour écrire 3 tomes d'un livre. C'est assez exceptionnel, effectivement, et réjouissant. Ouais, ben c'est extraordinaire de la part de cette jeune-là. Ils n'ont pas tous été capables de faire ça, mais moi, je le dis souvent à quel point les jeunes sont beaux, sont ouverts sur le monde, sont plus brillants, ils ont plus de réflexion qu'on l'avait à l'époque. Puis, il faut juste des fois parce que, tu sais, elle a quand même été bien encadrée par ses parents, ouais, là. Exactement. Elle a dit, je vais faire un livre. Ils ont probablement dit, oui, parfait, let's go, vas-y. Puis c'est ça qu'il faut faire avec nos jeunes. Il faut les amener à se dépasser. Peut-être qu'elle n'en fera plus jamais des livres, qu'elle en écrira plus d'autres, puis c'est pas grave. Tu sais, elle va avoir appris quelque chose là-dedans. Ben d'un, son imagination, son français et tout ce qui vient avec. Mais je trouve tellement que quand on leur donne de la latitude, moi, j'ai le fils d'un de mes amis, puis je l'ai croisé l'autre fois, puis j'ai dit à quel point il m'impressionnait. Il s'est parti une compagnie de pelouse, tonte de pelouse. Tu sais, puis là, ses parents, au début, ils faisaient, bon, il va y avoir 3-4 clients, puis ça va être un jeu. Mais finalement, il est rendu avec 2 employés. Mais employés? 2 employés, wow. Des jeunes aussi. Donc, c'est des jeunes de 16 ans. Il s'est acheté des tondeuses, il fait ça. Puis on the side, comme on dit, c'est parti jeune à tout faire. Fait que les gens l'engagent pour vider des gouttières, replacer du pavé uni, tu sais, des petits jobs qu'on peut donner à gauche et à droite. Puis finalement, s'il voulait, il travaillerait 7 jours sur 7. Le mot s'est passé dans le quartier puis dans la ville où il est. Il donne de l'ouvrage à son frère. Il est rendu avec un partenaire d'affaires. Tu sais, il va pas se mettre... Il a quel âge? Il a 16 ans. 16 ans. Il va pas se mettre riche avec ça, là. Il va pas... Mais tu vois très bien, sa fibre entrepreneuriale. Tu vois qu'il est vaillant, qu'il est travaillant. Il pourrait chiller tout l'été. Puis c'est pas ce qu'il fait. Puis surtout, tu fais, peu importe plus tard ce qu'il va décider de faire, là, c'est un bagage extraordinaire qu'il vient d'apprendre. Puis ça part encore un peu des parents, parce que sa première tondeuse, il l'a pas payée, là. C'est papa qui a dit, prends la mienne. Fait que, tu sais, il faut les encadrer, nos jeunes, puis quand ils ont des idées de même, là, il faut les pousser à aller vers de l'avant. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Le CIUS de l'Estrie a fait une mise en garde concernant l'ingestion accidentelle de cannabis chez les jeunes. Depuis la fin des classes, les équipes médicales ont observé une hausse importante des admissions hospitalières de jeunes à la suite d'une consommation accidentelle de cannabis. Le nombre de cas semble avoir augmenté de manière significative selon un communiqué publié ce mardi. Les services de pédiatrie et de santé publique sont actuellement mobilisés pour faire face à cette situation préoccupante. Il y a plusieurs jeunes qui auraient été trompés par des emballages attrayants, laissant croire qu'ils contenaient des friandises, tandis que d'autres auraient tout simplement profité de l'absence de supervision pour se servir dans la réserve de leurs parents. Donc, le CIUS de l'Estrie-CHUS rappelle l'importance de ranger de façon sécuritaire les réserves de cannabis pour qu'elles ne soient pas accessibles aux mineurs. Le docteur Claude Cyr, lui, pédiatre, mentionne que la consommation de cannabis à un âge précoce, donc particulièrement avant 16 ans, peut nuire au développement du cerveau et aussi augmenter le risque de vivre un épisode de psychose. Et il rappelle qu'en cas d'intoxication, il faut appeler au centre antipoison. C'est le 1-800-463-5060. Oui, puis il faut continuer de faire de l'éducation. Hein. Ça, c'est le plus important parce que oui, on peut tout cacher ou on peut leur en parler des dangers, etc. Puis des fois, il faut faire attention pour ne pas être trop cool. Il y a des parents qui vont fumer devant leurs enfants, donc ils vont trouver ça banal, ils vont ouvertement dire le jour où tu veux essayer, papa te le fera essayer. Puis je dis pas que c'est mal, là. Puis là, il sort ça dans l'armoire à côté des plats Tupperware. Là, fait qu'il faut quand même superviser. Puis oui, il faut être cool, mais il faut quand même dresser les limites et rappeler à nos jeunes que c'est quand même un produit qui est dangereux. Oui, qui intoxique, en fait. Là. Ouais. Exactement. Puis, je termine en rappelant les symptômes à surveiller là, si vous avez un petit doute sur votre enfant, là, s'il en a ingéré ou non. On parle ici de diminution de l'attention et de la concentration, diminution de la mémoire à court et à moyen terme, la diminution de la capacité de jugement, l'augmentation de l'appétit, de la somnolence et un ralentissement du temps de réaction.
Selon un rapport du Cirium, qui est une firme spécialisée, Air Canada et WestJet affichent des résultats décevants en termes d'arrivée à l'heure par rapport à leurs concurrents américains. Pour le mois de juin, seulement 52,5 % des vols d'Air Canada sont parvenus à atteindre leur destination dans les 15 minutes suivant l'heure prévue, pour un total de 33 544 vols qui ont été analysés. C'est une performance qui se révèle vraiment inférieure à celle de leurs rivaux américains. Donc, Air Canada se retrouve en dernière position avec un taux de vol complété de seulement 93,6 %. Et pendant ce temps-là, WestJet obtient une légère amélioration avec un taux de ponctualité de 66,8 %, ce qui lui permet de se classer à la 6e place. Et dans le palmarès de Cirium, il y a certaines grandes compagnies aériennes qui affichent des résultats qui sont totalement contraires là, à ceux de Air Canada et WestJet. En chef de file, on retrouve Alaska Airlines, dont 80,3 % des vols sont arrivés à l'heure, soit près de 30 % de plus qu'avec Air Canada, pour un volume similaire. Donc, on parlait tout à l'heure d'environ 34 000 vols analysés. Et la deuxième place revient à Delta Airlines, qui arrive non loin derrière avec un résultat de 79,3 %, malgré un volume qui est 4 fois plus élevé, avec 140 786 vols analysés. Est-ce qu'on disait c'était quoi là, un peu les retards? Parce que je pense que quand on prend l'avion, on est toutes prêtes à un petit... Un petit retard, un petit texto, un petit courriel nous disant qu'il y a notre retard. C'est ça, 5 à 20 minutes, une demi-heure de retard. Là, personne qui va capoter avec ça. Là. Je veux dire, on prend quand même l'avion, puis des fois, on fait de grandes distances. Là. Fait que, moi, ça serait les grands retards que j'aimerais voir. Parce qu'avoir une couple de minutes de retard, tu sais, je veux dire... Parce que là, on parlait d'environ 15 minutes, là. Bon, pour moi, 15 minutes, c'est même pas considéré comme un retard. Si tu veux mon avis, là, quand je prends l'avion, si j'ai 15 minutes de délai, je suis juste bien heureux. En fait, il y avait 52 % des vols qui sont parvenus à atteindre leur destination dans les 15 minutes. Donc, le reste, c'est à l'extérieur des 15 minutes. Ben là, déjà, ça commence à être plus long. Parce que, tu sais, même moi, si je vais te chercher pour aller à Québec, si je te dis à 10 h, ça se peut que j'arrive à 10h05. Puis là, on peut pas contrôler tout. Puis ça se peut qu'on arrive à Québec un peu plus tard. Le trafic. C'est ça. Fait que, tu sais, on veut se rendre en sécurité, on veut être bien traité, puis un délai raisonnable. Mais oui, du côté d'Air Canada, en fait, au Canada, de façon particulière, à Montréal, il y a moyen de faire beaucoup mieux lorsqu'on prend l'avion, lorsqu'on atterrit, lorsqu'on veut passer les douanes et lorsqu'on veut récupérer nos bagages. Tout savoir en 24 minutes. Découverte majeure dans le traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Il y a des chercheurs canadiens qui viennent de faire une avancée décisive dans la compréhension de cette maladie, de ces deux maladies-là. Donc, ils ont identifié une combinaison spécifique de bactéries intestinales qui seraient présentes chez les personnes susceptibles de développer ces maladies. Selon les chercheurs, cette composition bactérienne distinctive diffère de celle des individus en bonne santé et pourrait même être observée avant l'apparition des symptômes. On peut écouter le docteur Guy Aumet, gastro-entérologue à Montréal, chercheur clinique pour le projet GEM, qui explique les détails de cette recherche. Là, dure depuis environ 2008. C'est pas la seule publication qu'il y a eu à propos de ce projet-là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi la famille proche, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, des patients et ou patientes qui avaient une maladie de Crohn, et on les a suivis avec toute une série de questionnaires, prise de sang, urine, et dans le cas présent, les selles, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dans le microbiome qui pourrait expliquer, en partie en tout cas, la maladie de Crohn. Alors, on savait, par des études antérieures, que le microbiome, c'est-à-dire la colonisation par des bactéries de l'intestin, où il y en a des millions, des milliards, on savait que la composition était altérée dans la maladie de Crohn, mais on n'arrivait pas à savoir est-ce que c'est la cause de la maladie ou est-ce que c'est la conséquence de l'inflammation causée par la maladie et ou des traitements qu'on utilise. Okay. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des gens en amont, c'est-à-dire avant qu'ils développent la maladie. Alors, il y avait au départ 5000 patients, 5000 sujets, si vous voulez, et il y en a une centaine là-dessus qui ont développé la maladie de Crohn. Grâce à ces nouvelles connaissances, il y a des traitements plus ciblés et personnalisés qui pourraient être développés pour permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de ces affections intestinales chroniques.
Un employé de Desjardins est soupçonné d'avoir volé près de 3 millions de dollars. Donc, c'est pas la première fois qu'on enquête sur un employé de la Caisse Desjardins. On se rappelle, Jean-François, il y a 4 ans, du vol massif de données de 9 millions de ses clients actuels et passés. Et dans ce cas-ci, selon les informations du bureau d'enquête de Québecor, la fraude serait survenue à la Caisse populaire de Saint-Hubert sur la rive-sud de Montréal il y a quelques mois. Au cours des dernières semaines, plusieurs employés ont été interrogés par des enquêteurs de l'institution. Vendredi dernier, une personne soupçonnée a été confrontée aux enquêteurs. Puis l'ampleur du délit allégué est jugée suffisamment grave pour que la haute direction du mouvement bancaire a été mise au courant de la situation. Les détails concernant la fraude présumée n'ont pas encore été divulgués, mais il est clair que l'affaire est prise très au sérieux par l'institution. Les autorités compétentes continuent de mener leur enquête pour déterminer la véracité des allégations et établir les responsabilités de chacun. Puis la crédibilité et l'intégrité du mouvement bancaire sont en jeu et les conséquences pourraient être considérables si la fraude est avérée. Le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotte, n'a pas voulu préciser le montant d'argent détourné, mais des sources ont indiqué au journal que la somme en jeu dévoisinerait les 3 millions de dollars. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir parce que Desjardins n'ont pas besoin de ça après justement l'histoire de 2019. Mais moi, ce qui me trouble là-dedans, c'est que, je veux dire, maintenant que tout est numérisé puis qu'on sait où est-ce que l'argent a été envoyé, c'est quoi qui te passe par la tête de dire, moi, je vais frauder pour 3 millions de dollars? Tu sais bien qu'à un moment donné, tu vas te faire prendre puis qu'il va y avoir des traces de ça. Là, je veux dire, c'est pas comme quand il y avait de l'argent liquide. Mettons, on a le temps, de l'argent liquide, un caissier, puis il oublie un petit 20$, met ça dans ses poches, c'est tel que tel. Mais maintenant, il y a des traces partout. Ouais. Puis non seulement, je comprends pas ce qui te passe par la tête de faire ça, mais je comprends même pas comment tu peux te rendre à 3 millions avant que ça déclenche... tu sais, il devrait avoir une espèce de part fraude. Comment ça te prend... Comment l'employé a dû se rendre à 3 millions avant que quelqu'un fasse « Hey, on dirait qu'il nous manque un peu d'argent, nous autres. » Ben oui, 3 millions. Bref, ça va être à suivre, mais j'ai bien hâte d'avoir les détails de ça. Le Monde. Jean-François, es-tu un adepte? As-tu la dent sucrée? Très sucré. Très sucré. Ouais, des Skittles, trop. Ça te... Oui, j'aime beaucoup les Skittles. T'aimes beaucoup ça? Bon. Ouais. Ben, il y a la marque de cette friandise-là, Skittles, qui va lancer une nouvelle saveur pour sa prochaine édition limitée, je dois le dire. Parce qu'il y en a déjà beaucoup de saveurs. Oui, il y a parce beaucoup. que tout le monde pense aux Skittles, les paquets rouges. Il y a le paquet vert. Il y a le paquet mauve. Il y a le paquet mauve. Il y a le paquet un peu turquoise. Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs là, avec les saveurs du Sud, les petites baies. Non, moi, je suis un grand fan de Skittles. Tu connais pas mal en Skittles. Ah oui, je te dirais. j'ai déjà été malade à manger des Skittles. Ah ouais? Ben, des bons brûlements d'estomac. Oui. OK, mais bon. pas juste les Skittles, là, mais les bonbons. Les bonbons en ouais, général. C'est ça. Ben là, peut-être qu'il va y avoir un nouveau sac jaune avec un goût de moutarde qui pourra être dégusté. C'est la nouvelle... Je vois ton visage, t'es pas l'aise. Ben écoute, je vais te donner le bénéfice du doute parce qu'ils doivent l'avoir testé, mais on dirait pour moi, les Skittles, il faut que ça soit sucré. Là. Je comprends pas pourquoi la moutarde. Quoique, imagine le concept, un hot dog, puis tu mets des Au lieu de mettre de la moutarde, tu mets des Skittles Skittles à la moutarde. relish ketchup. Skittles relish ketchup. Tu pourrais. On va peut-être essayer ça. Oui, ça va être à essayer, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette affaire-là? En fait, c'est dans le cadre du jour de la moutarde qui est fêté le 3 août prochain aux États-Unis que la marque va s'associer à la moutarde French pour développer sa prochaine saveur. Et c'est pas la première fois que French profite de cette journée de célébration-là pour faire des collaborations insolites. L'année dernière, c'était une compagnie qui avait créé avec la boulangerie new-yorkaise Dough Donuts un beigne couvert d'un glaçage à la moutarde. En 2019, on vendait une crème glacée jaune à saveur de moutarde dans des crèmeries. Puis là, cette année, French refait un coup de marketing avec cette union de la moutarde et les fameuses petites gommes Skittles. Vas-tu tenter de mettre la main sur un exemplaire de cette édition limitée, Jean-François? Oui, mais Anaïs nous a dit que ça allait être seulement aux États-Unis. Ouais. Fait que je sais pas si Faudrait on va traverser les pouvoir. frontières. Faudrait que quelqu'un y aille nous en chercher. Là. Si un auditeur à l'écoute qui va en vacances début août aux États-Unis, il faudrait nous rapporter des Skittles à la moutarde. Puis oui, c'est un coup de publicité, c'est ça qu'il faut retenir. On avait reçu à l'émission, je me souviens pas du nom de la personne qui nous parlait de ce genre de stunt-là. Et le but
c'était par rapport au Pepsi. C'est avec toi qu'on avait travaillé là-dessus. En tout cas, il avait lancé le Pepsi, quelque chose. Le but, c'est tout simplement de faire parler de la marque. Tu sais, jamais on aurait parlé de French aujourd'hui. Puis là, à force de parler de la moutarde, avouez qu'on a toutes les papilles un peu, on a tout le goût de la moutarde en bouche. Puis certain que dans les prochaines semaines, ce que ça va faire, c'est qu'on va se taper un hot dog, un smoke meat ou quelque chose qu'il y a avec la moutarde. Donc, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est juste pour faire parler d'eux. C'était pour le Cola Chop que tu avais reçu. Luc Dupont, chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. Voilà, c'est disponible d'ailleurs sur le site de Cube. Il nous expliquait très bien qu'il y a des équipes à l'interne, des équipes complètes qui sont là juste pour penser à quel genre de stunt ils peuvent faire pour aider la compagnie. Ils savent très bien que le Cola Chop va probablement pas pogner, mais après ça, ça donne le goût aux gens de retourner vers la bonne vieille version classique. Donc, disponible sur le site de Cube, cette entrevue qui était très intéressante. Et là, j'ai pris énormément de temps aujourd'hui dans ton Tout savoir en 24 minutes. Je te remercie du temps d'antenne et je te dis mission accomplie.